Il était trop petit. En juin 1942, un garçon de 16 ans mesurant à peine 1,65 m et pesant 50 kilos entra dans un bureau de recrutement des Marines américains. Le recruteur ne leva même pas les yeux de son bureau. Il se contenta de rire. La marine. Ils le rejetèrent trop petit. Les parachutistes de l'armée. Ils lui dirent de rentrer chez lui et de grandir. Ce garçon était à leurs yeux un défaut ambulant. Il était le P-38 qui ne pouvait pas tourner. Selon toutes les normes militaires, il était inutile. Mais les recruteurs avaient commis une erreur fatale. Ils voyaient un enfant. Ils ne voyaient pas l'arme que la pauvreté avait forgée. Ils ne voyaient pas les yeux d'un chasseur qui, depuis 5 ans, empêchait sa famille de mourir de faim. Ce garçon s'appelait Audie Leon Murphy, et en 30 mois, ce rejeton trop petit allait devenir une armée à lui seul, détruisant une compagnie allemande entière en grimpant sur un char en flammes à quelques secondes de l'explosion. L'histoire ne commence pas sur le champ de bataille. Elle commence dans la pauvreté écrasante des champs de coton du comté de Hunt, au Texas. Audie était le 6e de 12 enfants. Son père, un métayer ruiné, avait abandonné la famille. Sa mère mourut d'une pneumonie peu après qu'Audie eut 16 ans. Soudain, ce garçon de 50 kilos se retrouva chef de famille, seul pourvoyeur de ses frères et sœurs plus jeunes. Son outil principal, une carabine de calibre .22. Sa motivation, la faim. Un voisin raconta plus tard l'adresse stupéfiante de Murphy au tire-le-garçon, pouvait abattre un lapin en pleine course à 50 mètres, avec une arme avec laquelle la plupart des gens n'auraient pas touché une grange. Les propres mots de Murphy étaient plus froids. « Si je ne touche pas ce que je vise ma famille, ne mange pas ce soir. » Et ce n'était pas de l'entraînement, c'était de la survie. Chaque balle coûtait de l'argent que la famille n'avait pas. Chaque tir manqué signifiait des ventres vides. Sous cette pression, Audie Murphy n'apprit pas seulement à tirer, il apprit à tuer. Il développa l'œil du tireur, une efficacité glaciale qui un jour terrifierait les soldats allemands à travers 3 pays. Quand Pearl Harbor fut attaqué, Murphy vit là sa chance. L'armée signifiait un salaire régulier, 3 repas par jour et de l'argent à envoyer chez lui. Mais il n'avait encore que 16 ans et pesait trop peu. Après s'être fait rire au nez dans chaque bureau, il se tourna vers l'infanterie régulière. Le recruteur regarda l'affidavit falsifié de sa sœur, affirmant qu'il avait 18 ans, puis regarda le garçon qui en paraissait 14. Il soupira et tamponna les papiers. L'armée américaine n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Elle venait d'accepter une modification de terrain qui sauverait des centaines de vies américaines en brisant toutes les règles. Le soldat de première classe, David Moussour, qui s'entraîna avec Murphy, se souvenait. On le prenait tous pour une mascotte. Les sergents instructeurs le malmenaient sans pitié, l'appelaient bébé. Mais puis vint le champ de tir. Ses yeux bleu clair devinrent froids comme l'hiver. Il ne manqua jamais sa cible. Pas une seule fois. En juillet 1943, la compagnie B du 15e régiment d'infanterie débarqua en Sicile. Dans les montagnes, la véritable nature de Murphy fut enfin révélée. Son enfance rurale lui permettait de se déplacer sans bruit, d'utiliser le terrain et de tirer avec une précision glaciale. Près de Palerme, son unité fut clouée au sol par une mitrailleuse allemande. La doctrine disait « Attendez le soutien ». La doctrine de Murphy disait « Ma famille ne mange pas ». Tandis que les autres se mettaient à couvert, le petit soldat de 50 kilos contourna seul la position ennemie en utilisant le relief. Il élimina tout l'équipage à la grenade, puis dans un geste qui allait définir sa carrière, retourna la mitrailleuse ennemie contre les troupes en retraite. Le capitaine Paul Harris le recommanda pour la Bronze Star, écrivant « Ce soldat fait preuve d'une aptitude naturelle au combat tout à fait extraordinaire. » Extraordinaire était un euphémisme.
Audie Murphy venait de découvrir quelque chose qui le hanterait pour le reste de sa vie. Il était exceptionnellement doué pour tuer. La Sicile n'était que le commencement. La campagne d'Italie transforma Murphy d'un bon soldat en cauchemar vivant pour la Wehrmacht. Sur la rivière Volturno, en octobre 1943, son escouade fut décimée par une contre-attaque allemande. Au lieu de battre en retraite, Murphy saisit un fusil de sniper emprunté et tint la position seul. 5 soldats allemands abattus à plus de 270 mètres. Il reçut la Distinguished Service Cross, la deuxième plus haute distinction de l'armée. Il n'était plus seulement un soldat, il était devenu une force. Le sergent-chef William Paulson décrivit la méthode de Murphy. Murph ne combattait pas en colère. C'est ça qui faisait peur chez lui. Il se battait froidement, méthodiquement, comme s'il faisait un calcul. Voir un Allemand éliminer l'Allemand passait au suivant. Pas d'émotion, pas d'hésitation, juste une efficacité mortelle. Et quand... Puis vint Anzio, cette tête de pont ensanglantée que Churchill appela le Wildcat. Le problème, un char allemand, la chose que l'infanterie redoute le plus. Murphy ne se contenta pas de tirer avec son bazooka. Il rampa vers le char, profitant du relief, jusqu'à se trouver à bout portant. Il détruisit entièrement le blindé allemand. Pour cet exploit, il reçut sa première Silver Star. Il avait survécu à la Sicile, à Salerne, à Anzio et à Rome. Il avait été blessé. Il avait été promu sergent. Le petit garçon de ferme était désormais précédé d'une réputation. Mais en août 1944, vint l'épreuve qui allait tout changer. Près de Montélimar en France, son peloton fut pris dans une embuscade. Son lieutenant, le commandant de la section, fut tué dès la première salve. La chaîne de commandement s'effondra. Le sergent Murphy n'attendit pas d'ordre, il devint l'ordre. Il prit le commandement du peloton. La situation était impossible, 18 Américains contre une compagnie allemande de plus de 100 hommes. Pendant 2 heures, Murphy tint un carrefour crucial. Il dirigea ses hommes, s'exposa au feu et abattit personnellement 15 ennemis. Il tint la ligne. L'armée, réalisant enfin ce qu'elle avait entre les mains, lui décerna une commission sur le champ de bataille. Le 14 octobre 1944, le gamin jugé trop petit pour s'engager devint le sous-lieutenant Audie Murphy. Mais le combat a un prix. En janvier 1945, Murphy n'était plus le gamin de 16 ans. Il avait 19 ans, mais en paraissait 40. Il avait vu presque tous ses amis d'origine tués ou blessés. Il avait personnellement tué plus de 100 soldats ennemis. Et maintenant, il faisait face à la poche de Colmar, le dernier morceau de sol français, encore tenu par la Wehrmacht. Hitler avait ordonné de la défendre à tout prix et y avait envoyé ses meilleurs, la 2e division de montagne, des troupes d'élite vétérans des hivers meurtriers de Norvège, transférées spécialement pour cette offensive. Pour la compagnie B, la situation n'était pas désespérée, elle était perdue. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. En 5 jours de combat acharnés, la compagnie B avait perdu 102 hommes. Tous les officiers, sauf Murphy, avaient été tués ou évacués. Sur une force initiale de 187 hommes, il ne restait plus que 40 combattants valides. Murphy lui-même luttait avec une blessure fraîche à la jambe causée par un éclat d'obus. Il n'en parla à personne. Le soldat Anthony Abramski décrivit leur état. « Nous étions finis. La plupart d'entre nous n'avaient pas dormi depuis 3 jours. La moitié souffrait d'engelures. Nos mitrailleuses se bloquaient dans le froid. Impossible de creuser des tranchées, le sol était du fer. » Le 26 janvier 1945, l'aube était grise et glaciale. La compagnie B s'étirait en une mince ligne le long du bord de la forêt de Holzwihr. Devant eux, 1 kilomètre de terrain ouvert et gelé. Comme le disait Abramski, nous étions des cibles assises. Murphy avait placé ses seules armes anti-chars, 2 chasseurs de chars M10. Il disposait de ses 40 hommes épuisés et d'une ligne téléphonique de campagne vers l'artillerie, son seul véritable espoir. À 13 heures, le barrage d'artillerie allemand commença. Des obus
éclataient dans les cimes, projetant sur le sol gelé une pluie d'acier brûlant. Cela dura 30 minutes. À 13h40, l'attaque débuta. Le soldat de première classe Donald Ekman fut le premier à les voir. On voyait les fanions sur les antennes des chars allemands, 6 chars, et derrière eux, Jésus-Christ. 250 fantassins, tous en camouflage blanc, avançant sur ce champ comme des fantômes. La première action de Murphy fut d'appeler le soutien d'artillerie. Mais l'artillerie seule ne suffirait pas. Les Allemands étaient trop nombreux, trop dispersés, trop rapides. À 600 mètres, les M10 ouvrirent le feu. Leurs premiers tirs manquèrent les équipages, étaient épuisés, les mains engourdies par le froid. Le tir de riposte allemand fut immédiat et dévastateur. Un obus de 88 mm frappa le M10 arrière en plein tourello. Il explosa en flammes. L'équipage s'enfuit courant vers la forêt. Le M10 avant tenta de bouger, glissa sur le sol gelé et tomba dans un fossé de drainage. Ses chenilles patinaient. L'équipage l'abandonna et se replia. Il était 14h20. Les 2 chasseurs de chars étaient hors d'usage. L'infanterie allemande se rapprochait désormais à moins de 200 mètres. C'était le point de rupture, le moment où la position allait être submergée. C'est alors que le lieutenant Murphy prit la décision qui défiait toute logique. Il ordonna à ses 40 hommes restants de se replier vers des positions préparées plus loin dans la forêt. « Repliez-vous » cria-t-il. Mais lui ne recula pas. Au contraire, tandis que ses hommes couraient, se mettre à couvert, le lieutenant Murphy courut en avant. Il traversa l'artillerie et le feu des mitrailleuses. Il courut vers le M10 en flammes. Le véhicule était entièrement embrassé à l'arrière. Une fumée noire s'échappait de la coque. À tout instant, les milliers de cartouches et les 300 gallons d'essence qu'il contenait pouvaient exploser, transformant l'engin en une bombe géante déchiquetée. Murphy n'hésita pas. Il grimpa à l'arrière du chasseur de chars en flammes au milieu des explosions et prit en main la mitrailleuse lourde de calibre .50. Dans cette position, il était une cible parfaite, une silhouette solitaire se découpant au sommet d'une bombe vivante entièrement exposée à 250 fusils et 6 chars ennemis. Le soldat Abramski, depuis les bois, observa la scène. J'ai vu le lieutenant Murphy monter sur le chasseur de chars en feu. C'était la plus grande démonstration de courage et de cran que j'ai jamais vue. Ah! La Browning de calibre .50 est une arme dévastatrice. Entre les mains de Murphy, elle devint un instrument de destruction chirurgicale. L'œil du chasseur des champs de coton du Texas reprit le dessus. Pendant l'heure qui suivit, ce garçon de 19 ans et 50 kilos devint une armée à lui seul. Il ne faisait pas que tirer, il calculait. Tenant le combiné du téléphone de campagne d'une main pour diriger les frappes d'artillerie, il appuyait de l'autre sur la détente de la mitrailleuse, érigeant un mur d'acier. Le sergent Elmer Brawley, qui observait depuis la lisière du bois, témoigna. Les fantassins allemands s'étaient approchés à moins de 10 mètres du lieutenant Murphy, qui les abattait dans les fossés, dans les prés, dans la forêt, partout où il les voyait. Les troupes de montagne allemandes, pourtant d'élite, se retrouvèrent piégées dans une situation impossible. Leurs chars censés écraser la position en quelques secondes étaient désormais inutiles. Ils ne pouvaient avancer sans leur infanterie, et cette infanterie était méthodiquement détruite par une seule mitrailleuse invisible tirant depuis un nuage de fumée noire. Le sergent technique Maurice Wald, depuis le poste de commandement du bataillon, déclara « Le tir de Murphy était d'une efficacité incroyable. Il ne tirait pas au hasard. Chaque rafale était visée. Il abattait les Allemands comme à une fête foraine. J'ai vu un groupe entier faucher alors qu'ils tentaient de nous contourner. Et les Allemands essayèrent tout. Ils frappèrent le chasseur de chars avec des obus. Des éclats traversèrent de la jambe de Murphy, sa deuxième blessure du jour. Il l'ignora. Il continua simplement à tirer, à appeler l'artillerie, à se battre.
À 15h10, après 40 minutes de feu ininterrompu, la mitrailleuse commença à ralentir. Les munitions s'épuisaient. Les Allemands le comprirent et commencèrent à avancer. Murphy saisit sa carabine et recommença à les abattre un à un. Les ennemis n'étaient plus qu'à 10 mètres. C'était la fin. Alors Murphy lança son dernier son appel le plus désespéré. Il ordonna à l'artillerie de tirer directement sur sa propre position. L'observateur avancé, le lieutenant Walter Weisfenning, refusa. Il savait que cela signifierait une mort certaine. Murphy hurla dans le combiné « Je vous donne un ordre direct, tirez sur ma position maintenant ». Les premiers obus de 105 mm tombèrent à 50 mètres. Les explosions soulevèrent la terre gelée et projetèrent des éclats dans toutes les directions. L'infanterie allemande prise à découvert fut déchiquetée, mais Murphy, exposé sur le véhicule en flammes, se trouvait lui aussi dans la zone d'impact. La combinaison de son tir direct et des explosions d'artillerie autour de lui brisa enfin l'assaut allemand. L'infanterie survivante, environ 100 hommes, fit demi-tour et s'enfuit. Les chars désormais sans soutien se replièrent. Il était 15h20. Après une heure impossible, l'attaque était terminée. Audie Murphy, l'uniforme brûlé, la jambe en sang, descendit enfin du M10. 10 minutes plus tard, le chasseur de chars explosa. Il marcha calmement vers la lisière de la forêt où ses hommes l'attendaient. Selon Abramski, il était d'un calme effrayant. Il demanda s'il y avait des blessés, s'assura que tout le monde allait bien, puis s'assit, alluma une cigarette et demanda un rapport de situation. Ses mains ne tremblaient même pas. Mais ce jour-là, Audie Murphy tua ou blessa environ 50 soldats allemands. À lui seul, il avait stoppé une attaque combinée de 250 troupes d'élite et de 6 chars. Il avait sauvé sa compagnie d'une destruction certaine et venait d'inscrire son nom dans l'histoire. Le champ de bataille était dévasté. Des corps allemands jonchaient les champs enneigés. La redoutable 2e division de montagne, les vétérans de Norvège, battaient en retraite, incapables de se regrouper pour une nouvelle attaque. Mais le plus saisissant dans cette histoire est peut-être le silence. Dans les décennies suivant la guerre, les historiens fouillèrent les archives militaires allemandes, les associations d'anciens combattants, les journaux personnels, à la recherche du récit allemand de cette journée. Ils ne trouvèrent presque rien, une quasi-absence totale de témoignages directs des hommes qui avaient attaqué Holzwihr. Ce silence est la véritable preuve de ce que Audie Murphy fit ce jour-là. Les unités allemandes impliquées subirent environ 50 pertes rien que par ces actions. Beaucoup de témoins furent éliminés. Mais plus encore, la machine de guerre allemande reposait sur l'orgueil et la formation d'élite. La 2e division de montagne avait combattu en Norvège, en Finlande, sur le front de l'Est. Elle avait tout vu, sauf cela. L'idée que 250 de leurs meilleurs soldats, soutenus par 6 chars, aient été non seulement vaincus, mais humiliés par un garçon américain de 50 kilos juché sur un char en feu, c'était tout simplement impensable. Ce fut une défaite tactique si honteuse qu'ils l'effacèrent tout simplement. Incompréhensible. Elle ne correspondait ni à leur doctrine, ni à leur vision du monde. C'était une faille fatale dans leur propre logique. Le journal de guerre officiel allemand de ce jour-là raconte le mensonge. Attaque contre les positions américaines près de Holtz, repoussée avec de lourdes pertes. Résistance ennemie, plus forte que prévu. Plus forte que prévu. L'ennemi, c'était un seul homme. Ils avaient rencontré quelqu'un simplement meilleur qu'eux dans l'art de la guerre. Et cette constatation brisa quelque chose de fondamental dans leur identité de guerriers. Leur plan tactique était parfait, leur équipement supérieur, leurs soldats d'élite, et un garçon de ferme avec une idée stupide avait tout anéanti. Le chasseur était devenu la proie. La résistance de Murphy eut des conséquences bien au-delà de la simple victoire tactique. Il ne s'agissait pas seulement de sauver la compagnie B. L'impact fut immense. La défense victorieuse de la forêt de bois de Bulle, la position que Murphy refusa d'abandonner, brisa la résistance allemande dans toute l'Alsace. L'échec allemand à percer
signifia que les jours de la poche de Colmar étaient comptés. Holzwir, elle-même le village qu'il tentait de défendre, tomba aux mains des Alliés dès le lendemain. En quelques semaines, toute la tête de pont allemande à l'ouest du Rhin fut éliminée, retirant 50 000 soldats allemands de la guerre et libérant les forces alliées pour l'assaut final sur l'Allemagne. Le petit garçon de ferme venait de changer la carte de la guerre. Le 2 juin 1945, près de Salzbourg en Autriche, le lieutenant-général Alexander Patch remit officiellement au second lieutenant Audie Murphy la plus haute distinction militaire du pays, la Medal of Honor. La citation officielle, comme souvent dans les documents militaires, reste sobre, presque insuffisante pour décrire la réalité de ce jour-là. Seul et exposé au feu allemand sur 3 côtés, son tir meurtrier tua des dizaines d'Allemands et fit vaciller leur attaque d'infanterie. Pendant 1 heure, les Allemands employèrent toutes les armes disponibles pour éliminer le second lieutenant Murphy, mais il continua à tenir sa position. Les mots de Murphy lui-même furent comme toujours plus directs. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il était monté sur le chasseur de chars en flammes, pourquoi il avait accompli cet acte insensé, il répondit simplement « Il tuait mes amis ». Il ajouta plus tard « Ce n'était pas un acte héroïque. Je me suis dit que si un homme pouvait faire le travail, pourquoi risquer la vie des autres ?» C'était la mentalité McKenna, celle du fil de piano. Il ne s'agissait pas de gloire, mais de voir un problème fatal et d'y trouver une solution. À ce jour, son dossier militaire reste inégalé dans toute l'histoire de l'armée américaine. Il reçut toutes les décorations de combat pour bravoure que l'armée pouvait décerner certaines 2 fois. Ces 33 décorations comprenaient la Medal of Honor, la Distinguished Service Cross, 2 Silver Stars, la Legion of Merit, 2 Bronze Stars et 3 Purple Hearts. Il reçut également 5 décorations françaises et belges. Le garçon trop petit pour être marine était devenu le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Puis la guerre en Europe prit fin. Les canons se turent. Audie Murphy rentra chez lui. Il était un héros national. Il fit la couverture du magazine Life, reçut des parades, fut invité à Hollywood. Il devint acteur tournant dans plus de 40 films, dont To Hell and Back, où il joua son propre rôle. Pour le public, c'était la fin parfaite d'un conte hollywoodien, la version ultime de la misère à la gloire. Le petit fermier texan avait vaincu les nazis et était devenu une star riche et célèbre. Mais ce n'est pas là que l'histoire d'Audie Murphy s'achève. C'est là qu'elle commence vraiment la guerre intérieure, la page manquante. Le public voyait Audie Murphy le héros. Il ne voyait pas la faille fatale que la guerre avait laissée en lui. L'homme qui n'avait montré aucune peur sur un char en flammes était désormais terrifié par l'obscurité. Murphy souffrit de ce qu'on appelait alors la fatigue de combat, que nous nommons aujourd'hui syndrome de stress post-traumatique sévère. Il endurait une insomnie chronique, des cauchemars récurrents, une hypervigilance constante qui le poussait à dormir avec un pistolet chargé sous son oreiller. Il était hanté, pas par les hommes qu'il avait tués, mais par ceux qu'il n'avait pas pu sauver, par les visages de ses amis. Il avait survécu, mais il n'avait jamais vraiment quitté ce champ de bataille. Finalement, il ne put même plus dormir dans sa maison. Il s'installa dans son garage, dormant, les lumières allumées, car l'obscurité lui rappelait les patrouilles nocturnes. « Je ne me souviens pas d'un temps où je n'ai pas eu de cauchemar », écrivit Murphy. « Ils font partie de ma vie comme respirer. Un démon semblait avoir pris possession de mon corps. » Son premier mariage avec l'actrice Wanda Hendricks ne dura que 16 mois. Il fut détruit par son trouble post-traumatique. Hendricks raconta plus tard « C'était 2 personnes en une. Le jour, il pouvait être charmant, drôle, généreux. Mais la nuit, il devenait quelqu'un d'autre. Il patrouillait dans la maison arme à la main, revivant les batailles d'autrefois. La guerre était terminée pour l'Amérique, mais elle ne le fut jamais pour Audie Murphy. Il combattait désormais un nouvel ennemi invisible, et c'était un ennemi qu'il ne pouvait vaincre avec un fusil. Malgré ses propres démons, Murphy devint l'un des premiers
et des plus importants défenseurs publics de la santé mentale des anciens combattants. Dans les années 1960, il brisa le silence et les tabous. Il parla publiquement de ses cauchemars, de son insomnie, de ses démons intérieurs. C'était une fois encore l'action insensée d'une nouvelle ère, à une époque où la fatigue de combat était perçue comme de la faiblesse ou de la lâcheté. Le plus grand héros d'Amérique se leva et déclara « Je l'ai ». Une fois encore, il était l'homme en première ligne, voyant le problème que les ingénieurs, les médecins et les politiciens refusaient d'affronter. Dans un article pour le Saturday Evening Post, il écrivit « Et le vétéran qui ne peut pas, et les milliers qui reviennent du Vietnam, avec les mêmes blessures invisibles. Il ne se battait plus pour la compagnie B, mais pour tous les vétérans. Mais cette fois, il n'était plus seul. En 1951, il épousa Pamela Archer. Et voici l'autre page manquante de la légende Audie Murphy, l'autre héros de cette histoire. Pamela, ancienne hôtesse de l'ère de 31 ans, vit les deux hommes qui coexistaient en Audie, le héros et le démon. Et contrairement à tant d'autres, elle ne s'enfuit pas. Pamela Murphy offrit au monde une perspective unique que le public n'avait jamais vue. Audie portait des blessures invisibles qui ne guériraient jamais. Il se réveillait en hurlant, revivant des batailles d'il y a 20 ans. Pourtant, il ne cessa jamais d'aider d'autres vétérans. La guerre ne prit jamais fin pour lui, mais il transforma sa douleur en mission. Pendant 20 ans, Pamela fut à ses côtés. Elle fut son ancre, sa modification de terrain contre le chaos dans son propre esprit. Elle l'aida à élever leurs 2 fils, supporta ses cauchemars, soutint ses plaidoyers. Elle était la chef d'équipage du héros encore en guerre. Puis le 28 mai 1971, l'impensable arriva. Audie Murphy, l'homme qui avait survécu à toutes les horreurs imaginables, celui dont les statistiques disaient qu'il aurait dû mourir 20 fois sur ce char en feu, mourut à 45 ans, non au combat, mais dans un accident d'avion privé, dans les montagnes de Virginie pendant une tempête. L'Amérique pleura son plus grand héros. Mais pour Pamela Murphy, la vraie mission ne faisait que commencer. Audie avait passé sa vie à se battre pour ses frères d'armes. Désormais, Pamela allait passer la sienne à se battre pour les siens. Elle avait vu de près la faille fatale du syndrome de stress post-traumatique et elle allait la réparer. Après la mort d'Audie, le monde découvrit une autre page manquante, le soldat le plus décoré de l'histoire américaine devenu star hollywoodienne, était mort endetté. De mauvais placements et la gestion désastreuse d'autrui avaient laissé sa succession et sa veuve presque sans rien. Pamela se retrouva à 50 ans veuve, avec 2 fils adolescents à élever et une montagne de dettes. C'était sa poche de Colmar, sa situation impossible. Le monde s'attendait à la voir disparaître, simple note tragique dans l'histoire d'un héros. Mais le monde avait oublié qui elle était. Elle était la femme qui avait tenu bon 20 ans aux côtés d'Audie Murphy, affronté ses démons, partagé sa guerre. Elle était une guerrière à part entière. Et désormais, elle avait une nouvelle mission. La guerre d'Audie était terminée. La sienne commençait. Elle fit quelque chose qu'aucun journaliste n'attendait. Elle n'écrivit pas de livre révélateur. Elle ne vendit pas ses médailles. Au lieu de cela, Pamela Murphy, la veuve du plus grand héros d'Amérique, entra dans le Veterans Affairs Hospital de Sepulveda à Los Angeles et demanda un emploi. Elle ne réclama aucun poste prestigieux. Elle n'utilisa pas son nom célèbre. Elle accepta un simple travail de commis d'intermédiaire pour les patients. C'était sa version du fil de piano. Son acte héroïque sur le char en feu. Pendant les 35 années suivantes, Pamela Murphy consacra sa vie à la deuxième guerre d'Audie. Chaque matin, elle se rendait à l'hôpital, s'asseyait à son petit bureau et devenait une armée à elle seule pour les vétérans oubliés dont personne ne voulait entendre la voix. Elle était la mécanicienne qui voyait la faille mortelle du système. Elle voyait des vétérans brisés par le Vietnam, souffrant de la même fatigue de combat qui avait hanté son mari. Elle les voyait se perdre dans la bureaucratie, dossiers égarés, indemnités refusées, rendez-vous annulés. Ces hommes étaient les fantômes d'Audie, et Pamela Murphy refusa de les abandonner. Elle devint leur avocate
leur fil de piano dans le câble de commande cassé du système des anciens combattants, avec sa dignité tranquille et l'autorité morale profonde que portait son nom, elle tranchait à travers les formalités administratives. Quand un médecin refusait de voir un vétéran, elle passait le coup de fil. Quand un chèque de pension se perdait, elle le retrouvait. Quand un bureaucrate disait non, Pamela Murphy entrait dans son bureau et n'en sortait pas tant que ce non ne devenait pas un oui. Elle traitait chaque vétéran du soldat sans-abri, oublié dans le couloir au colonel décoré avec le même respect. Elle voyait le visage de son mari, sa douleur, son combat en chacun d'eux. Elle était la dernière et la plus puissante modification de terrain d'Audie Murphy. Elle ne se contentait pas de préserver sa mémoire. Elle achevait sa mission. Le centre hospitalier Audie L. Murphy Memorial VA de San Antonio au Texas fut nommé en son honneur en 1973. Mais Pamela fut son véritable mémorial vivant un témoignage de 35 ans à la promesse sacrée « Ne jamais abandonner un frère d'armes ». Et pourtant, cet héritage, cette mission de 35 années, n'aurait jamais été possible sans ce qui s'était passé sur ce champ gelé d'Alsace. Il reste alors une ultime question. Comment? Comment un garçon de 19 ans, pesant 50 kilos blessé à la jambe, a-t-il pu accomplir cela? Ce n'était ni de la magie, ni du cinéma. C'était une tempête parfaite, née de 4 facteurs les mêmes, qui définissaient la réparation, au fil de piano, un mécanicien de génie, une faille fatale, une innovation insensée et un résultat fou. Premier facteur, l'arme. La mitrailleuse lourde Browning M2, calibre Pancran 50, conçue par John Browning en 1918 à Hartford, Connecticut, fut sans doute la plus redoutable de la Seconde Guerre mondiale. Sa munition de calibre .50 BMG 12, 7,89 mm, pouvait percer 2,5 cm d'acier blindé. Chaque balle dégageait une énergie capable de déchirer un corps humain. Fiable, pratiquement inrayable, elle ne s'enrayait pas dans le froid glacial. Entre les mains d'un soldat ordinaire, c'était une arme de terreur. Entre celles d'Audie Murphy, c'était un scalpel. Il ne tirait pas au hasard. Il visait. Il appliquait la même arithmétique froide, apprise en chassant les lapins dans le comté de Hunt, voir un Allemand éliminer l'Allemand. Comme l'avait témoigné le sergent Wald, il les abattait comme dans un stand de tir forain. L'arme était parfaite, mais l'homme qui l'utilisait était un maître. Deuxième facteur, l'emplacement insensé, le chasseur de chars M10 en flammes. Pour les Allemands, c'était un piège mortel, une bombe prête à exploser. Pour Murphy, c'était la solution McKenna parfaite, transformer une catastrophe en avantage tactique. Il avait compris le secret de la machine. Ce que Murphy savait, et que les Allemands ignoraient, c'était comment elle brûlait. Le M10 transportait 300 gallons environ, 100 litres de diesel et 51 obus explosifs de 70 mm dans la coque. L'obus allemand de 80 mm avait frappé le carburant, pas les munitions. Le véhicule était bien une bombe, mais une bombe à retardement. Et surtout, la fumée épaisse et noire du feu de diesel créait un écran parfait. Les Allemands savaient que le feu provenait de la fumée, mais ils ne pouvaient pas distinguer l'homme à l'intérieur. Murphy se battait en somme depuis l'intérieur d'une forteresse en feu, une forteresse qui pouvait exploser à tout instant. C'était l'action la plus stupide imaginable et un coup de génie tactique. Troisième facteur, le multiplicateur de puissance. C'est l'aspect que tout le monde oublie. Murphy n'était pas simplement une armée à un seul homme. Il était un centre de tir à un seul homme. Tandis qu'il tirait de la main droite avec la .50, il tenait dans la gauche le combiné du téléphone de campagne. Il dirigeait les tirs de canon de 105 mm de son artillerie à plusieurs kilomètres. Il multipliait sa puissance de feu par 1000. Les Allemands ne fuyaient pas seulement sa mitrailleuse, ils fuyaient le ciel, qui explosait tout autour d'eux, dirigé par l'homme caché dans la fumée.
C'est ce qui mena à son ordre désespéré: tirer sur ma position. Prêt à se sacrifier pour utiliser son arme ultime, l'artillerie, et achever le travail. Quatrième et dernier facteur, le chasseur. Des analystes militaires ont tenté de calculer les probabilités: 250 fantassins, 6 chars, des mitrailleuses, des mortiers, face à un seul homme. Mais aucune équation ne peut expliquer l'œil du chasseur, l'instinct, la patience, le sang-froid d'un enfant affamé du Texas qui avait appris que chaque balle comptait. Cette froide précision forgée par la pauvreté transcendait la science. Sur ce champ de neige et de feu, Audie, Murphy ne représentait pas seulement un soldat. Il incarnait l'ingéniosité humaine poussée à son point de rupture, voir une faille fatale, inventer une solution absurde et changer le cours de l'histoire. On estime que plus de 10 000 balles furent tirées sur la position de Murphy pendant cette heure d'enfer. Les modèles statistiques indiquent qu'il aurait dû être touché entre 15 et 20 fois. Il ne le fut qu'une seule fois par un éclat d'obus. Ce n'était pas de la chance. C'était la maîtrise surnaturelle du chasseur de lapins texan. Il comprenait l'art de ne pas être vu. Il comprenait la règle du « un tir, une mort ». Comme il l'avait lui-même dit plus tard, il était devenu une machine à tuer. Le docteur Dave Grossman, spécialiste de la psychologie du combat, formula cette analyse. Murphy représentait une tempête parfaite. Il possédait les compétences techniques acquises à la chasse, la motivation née de la pauvreté, le détachement émotionnel forgé par les traumatismes précoces et surtout un instinct protecteur pour ces hommes qui surpassait son instinct de survie. Il ne se battait pas pour l'Amérique. Il ne se battait pas pour la gloire. Il se battait pour ses amis. Voilà l'histoire de l'action insensée qui changea le cours de la guerre. L'histoire du petit garçon trop frêle que les marines avaient rejeté. La faille fatale d'un gamin de 50 kilos devenu l'arme cachée de l'armée américaine. La réparation au fil de piano, grimpé sur un char en flammes, qui produisit le résultat fou d'arrêter à lui seul une armée allemande. Son véritable héritage, le grand impact, se divise en deux parts. La première, il brisa le tabou du stress post-traumatique. Parce que Audie Murphy déclara publiquement qu'il en souffrait, parce que le plus grand héros d'Amérique admit être hanté des milliers de vétérans, trouvèrent enfin le courage de demander de l'aide. Il leur donna la permission d'être humains. La seconde, Pamela Murphy. Elle travailla à l'hôpital des anciens combattants jusqu'à 87 ans, prenant enfin sa retraite en 2007. Elle ne se remaria jamais. Lorsqu'elle mourut en 2010, elle fut enterrée à ses côtés au cimetière national d'Arlington. La mécanicienne retrouvait son pilote. Le monde voyait un héros. Pamela voyait un homme. Les recruteurs y avaient vu un défaut fatal. L'armée y trouva une arme secrète. Les Allemands y virent une situation impossible. Audie Murphy lui vit un problème à résoudre. Et tout se résume à ce fait unique, celui qui fait de cette histoire la plus grande page manquante de la guerre. Le garçon de ferme de 50 kilos, jugé trop petit pour être soldat, devint l'homme qui arrêta une armée pour sauver ses amis. Et ce faisant, lui et la femme qu'il aimait en sauvèrent des milliers d'autres longtemps après que les armes se furent tues.